Et notamment, il va dédier dans le principe Espérance au deuxième volume un chapitre dédié à l'utopie de More. On voit que c'est une recherche, il essaie de faire un inventaire des utopies dans le monde ou dans le passé, et donc c'est comme ça que probablement Bloch est arrivé à la lecture de Thomas More. Il est parlant que dans son ouvrage sur l'histoire de la philosophie Zwischenwelt in der Philosophiegeschichte, qu'on n'a pas en français, il n'a pas inclus Thomas More dans les chapitres qu'il dédie à la philosophie de la Renaissance. Cette partie a été traduite en français, on a un livre qui s'appelle La philosophie de la Renaissance. Il parle longuement de Campanella, mais il ne parle pas de Thomas More. Il va parler de Thomas More. C'est un peu drôle ce qui se passe avec cet ouvrage, parce que cet ouvrage est la reprise des leçons qu'il a données à Leipzig. Non? Donc dans le Leipziger Vorlesungen, il a travaillé sur Thomas More, mais quand il a publié l'entrement dans l'histoire de la philosophie, il a enlevé ce chapitre. Probablement parce qu'il trouvait que l'utopie de Campanella était plus, disons, philosophique, et parce que il y avait à l'époque de Bloch un débat où Bloch écrivait cela, un débat sur qui était l'auteur de l'utopie. Est-ce que c'était Thomas More? Est-ce que c'était un livre écrit à deux mains entre More et Erasme, etc. Donc, je vais essayer quand même de donner quelques idées sur la pensée de Bloch sur ce livre, l'utopie. Donc, Bloch reconnaît d'abord que More est bien l'inventeur du terme utopie. Vous savez, il y a tout un art de la... Comment on appelle la science de donner le nom, de la patronymique si on veut, chez More. Tous les noms sont symboliques, Estilodore, Raphaël, etc. Les noms des villes, les noms des peuples. Et donc, More est bien l'inventeur du terme. Mais ce terme, philosophiquement parlant, reconnaît Bloch, il est beaucoup plus ample. C'est-à-dire, l'utopie relève non seulement du genre littéraire qui a été inventé par More, mais elle a fait une histoire énorme dans l'histoire de la philosophie, et donc avec Platon, avec les utopismes au Moyen-Âge, etc. Ce qui se produit avec More, c'est le mariage entre l'utopie comme concept ample et l'utopie en tant qu'utopie sociale. Et ça, c'est très important pour Bloch. Donc, le terme utopie, à partir de l'époque moderne, va servir à désigner les fantaisies politiques. On a donc expulsé du domaine, l'utopie, on l'a expulsé du domaine technique, de l'architecture, de l'art, de la religion. Et Bloch, justement, ce qu'il veut, c'est essayer de faire sortir l'utopie de la fiction politique dans laquelle on l'a enfermée. L'utopie, donc, quand on la regarde depuis la perspective politique, l'utopie apparaît comme une conception restreinte. L'utopie, donc, comme genre littéraire, a fait qu'on oublie une chose qui est beaucoup plus ample. L'utopie comme fonction. Donc, Bloch parle de la fonction utopique, qui, elle, est plus importante et plus universelle. Ce n'est pas tant que More soit le responsable de ce mariage, mais qu'avec lui, on a réduit l'usage du terme. Avec lui, le terme même, on peut dire, est né manchot, est né boiteux, est né estropié. Vous voyez ? Le problème a consisté dans un mariage entre l'utopie et le mariage politique, comme je viens de le dire. On parle par exemple, dans cette année, à l'université, des utopies pour le temps présent. Et donc, il paraît qu'on nous dit rêver, essayer de dessiner des projets ambitieux, accoucher de nouvelles utopies. Donc, dans votre tête, accoucher d'un monde nouveau. Eh bien, Bloch semble nous dire c'est là que l'on trouve le moins d'utopie.
dans ses projets rêvés. C'est fort ce qu'il dit dans le deuxième volume du Principe Espérance. Non, et donc, c'est comme si je devais m'asseoir et penser comment serait le monde idéal. Et un jour, en me faisant la barbe, j'ai dit hey, j'ai trouvé l'utopie. L'utopie, c'est ça, c'est que, je ne sais pas. C'est la cartésien, dans le poil. Voilà, un peu comme ça. Et donc, ça, c'est un problème des utopies qui sont nées avec la modernité. Les utopies sociales expriment, cependant, malgré tout, la conscience de la bourgeoisie montante qui est en train de se débarrasser de la conception médiévale du monde comme un monde préordonné et comme un monde conclu. Avec l'époque moderne, on inaugure une nouvelle période dans l'histoire de l'utopie. Donc les utopies sociales vont se configurer à la fin comme un socialisme utopique avec Fourier, avec Saint-Simon, avec les utopistes du 18e, 19e siècle. Bloch, donc, reçoit deux lectures, si vous voulez. D'un côté, il y a le socialisme utopique, et il fait de Thomas More le père de ce socialisme utopique. Il va dire que chez Thomas More, on voit déjà pour la première fois une forme d'organisation communiste de la société. Donc, il y a le socialisme utopique. Et l'autre tradition qu'il reçoit, c'est la tradition marxiste, c'est-à-dire la façon dont Marx, Engels et le marxisme ont lu ce socialisme utopique. Et comment ils l'ont lu? Eh bien, ils l'ont lu comme le dépassement. Marx était venu pour dépasser justement cette utopie, cette façon de l'utopisme, du socialisme utopique. Non, avec lui, on dirait l'utopie est devenue une science parce qu'elle va être une critique de l'économie politique, on reviendra là-dessus. Le marxisme, donc, a d'une certaine façon, on peut dire comme ça, disqualifié ce socialisme antérieur à qui il a collé le sobriquet de socialisme utopique. Donc le mérite de Marx pour Bloch était d'avoir élevé le socialisme au rang d'un socialisme scientifique. L'excentricité de Bloch consiste, on pourrait dire, à essayer de combiner ces deux catégories. Donc ce socialisme utopique qui est considéré dépassé par cet autre socialisme marxiste scientifique. Et donc Bloch veut un peu mettre en relation les deux. Et il dit la pensée utopique dépasse le marxisme, c'est-à-dire à l'origine, on trouve une pensée utopique et le marxisme n'est qu'une continuation, comme un fil rouge d'une pensée qui existe depuis longtemps. L'utopie, donc on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans l'utopie de More qui va fasciner Bloch. Donc il va relever plusieurs points de l'utopie qui me semblent importants. D'abord, Bloch est fasciné parce que dans le livre de More, il y a une absence de tout sentiment aristocratique. Je crois, ça on le voit un peu dans Héritage de 7 ans, les textes de Bloch, que Bloch est, on peut dire, contre une pensée aristocratique. Une pensée aristocratique, donc il y a selon Mannheim, cette pensée aristocratique est caractéristique de toute pensée de droite. Non? Donc il y a une minorité qui serait l'avant-garde de tout, etc., et qui irait devant le reste du monde. Eh bien, je crois que le problème chez Bloch, c'est plutôt la communauté. Quand il parle, par exemple, du facteur subjectif dans l'histoire, ce n'est pas tant l'individu, mais la communauté. Il y a un auteur italien, Mario Farnese, qui a dit justement que
l'utopie, le problème de la communauté et la solution que Bloch va apporter au problème du théologico-politique dans le XXe siècle. Bon, dans l'utopie, donc, il n'y a pas une classe supérieure, il n'y a pas une classe plus douée, une classe destinée au gouvernement, par exemple, ce qui était le cas dans l'utopie platonicienne. Donc ça, c'est une première caractéristique, l'absence du sentiment aristocratique. Deuxièmement, le caractère paradoxal de l'œuvre. L'utopie dans l'utopie, il y a des dissonances, par exemple, entre le communisme et le ton courtisan, donc la cour qui invite à la fable. Donc il y a un contraste entre humanité, indifférence, un contraste entre paradis social et vieille répartition des classes, par exemple. Donc, par exemple, vous pouvez voir qu'il n'y a pas... Donc, il y a un caractère public de beaucoup de choses, mais c'est une société qui va garder l'esclavage, par exemple. Ça, c'est le cas de l'utopie. Donc, il y a une lumière un peu... comment dire, dissonant, il y a des dissonances, il y a une lumière paradoxale qui traverse l'œuvre. Si on demande dans la première partie de l'ouvrage que les prisonniers soient traités avec clémence, voici que dans la deuxième partie de l'ouvrage, on va accepter qu'ils soient enchaînés ou qu'ils soient traités comme des esclaves, soumis à une punition à vie. Donc ça, c'est un exemple. Il accorde, Thomas More, aux utopiens le droit légitime de faire la guerre, par exemple. Il accorde le droit de pouvoir amplifier ou d'agrandir les frontières à la façon de l'impérialisme capitaliste moderne. Pourtant, l'utopie reste la première peinture récente, c'est les mots que Bloch utilise, des rêves souhaits démocratico-communistes. C'est la première peinture récente de ces rêves démocratico-communistes. On peut dire aussi que pourquoi Bloch dit que l'utopie est communiste, parce que chez More on trouve une perception négative de la propriété privée. Là où il y a la propriété privée, il est à peine possible, dit More, de faire une politique juste et heureuse. Sans la suppression de l'autorité, semble nous dire More, l'égalité est impossible. L'autre chose, c'est, on voit dans l'utopie, ce caractère, en quelque sorte, comment dire, sarcastique. L'utopie comme une sorte de sarcasme du monde, donc le même titre, Utopos, donc l'île nulle part, non, nulle part. L'île nulle part, les titres de personnages sont très sarcastiques. Par exemple, la personne qui raconte qu'il a visité l'utopie, l'île d'Utopie, il l'appelle Eklodaeus, donc qui veut dire en grec qui parle beaucoup, donc un raconteur d'histoire. Et donc comme s'il y avait un côté, comme s'il ne croyait pas tout à fait dans ce qu'il disait, comme s'il racontait des mensonges. Donc l'utopie apparaît comme une sorte de paradis de leur oisiveté. Donc les gens ont une journée de travail très modérée de 6 heures et basta. Après cela, le reste du temps va être employé dans la culture des besoins de l'esprit. Et ces besoins de l'esprit, donc les gens d'Utopie vont se dédier à cultiver l'art gastronomique, les boissons, la beauté et la force corporelle, etc. Donc ça, ce sont les choses que Bloch remarque de l'ouvrage de Thomas More.
L'utopie marque la caractéristique, donc, comme je disais en reprenant mon idée du début, des utopies modernes. Donc, chez More, ou à partir de More, l'utopie semble être une construction désidérative, rationnelle, mais avec une différence par rapport à l'utopie antérieure, donc l'utopie médiévale. Donc, il manque la certitude chiliastique. Donc, si dans les utopies produites dans le Moyen-Âge, il y a une certitude chiliastique, c'est-à-dire millénariste, donc l'utopie du troisième royaume, le royaume de l'esprit, qui était le cas chez Joachim de Fiore, par exemple. Dans cette troisième partie, dans ce troisième âge, ère, donc il y avait Joachim de Flore divisait l'histoire en trois, donc l'ère du Père, l'ère du Fils et l'ère de l'Esprit Saint. Donc dans cette ère à venir, qui était l'ère ou l'époque de l'Esprit Saint, il y avait, donc c'était Dieu qui allait produire en quelque sorte cela aussi. À partir, dans les utopies modernes, il n'y a pas de certitude chiliastique. Donc, on va réussir l'utopie à partir de nos propres forces. Et qu'est-ce qu'on va réussir? On va réussir, chez More, un minimum de travail, un minimum d'état et un maximum de joie et de bonheur. Minimum de travail, minimum d'état, maximum de joie et de bonheur. Ça d'un côté. De l'autre côté, l'utopie moderne à peine va parler de révolution. À peine parle de révolution. L'utopie abstraite, qui sont les utopies pour Bloch avant Marx, elle parle à peine de révolution. L'utopie de More et des Campanella et des autres utopistes présuppose leur objectif en le montrant comme s'il était déjà atteint. Donc il y a déjà une île, et cette île est existante, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où elle se trouve, mais elle existe. Mais on ne dit pas comment on est parvenu à vaincre les résistances historiques pour permettre ce rêve idéal. Donc il s'agit en quelque sorte d'un fleurissement gratuit, mais pas les résultats d'une lutte. Donc l'utopie, dit Bloch, s'il n'est pas le résultat d'une lutte, elle est simplement, on dirait, un dessin, un projet, mais pas nécessaire. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est là qu'on trouve le moins d'utopie, dans le roman politique. Une autre caractéristique, le focus de l'utopie moderne est la félicité, le bonheur humain. Tandis que la réflexion sur la question économique-sociale semble moins importante. Il n'y a pas de critique, autrement dit, il n'y a pas de critique de l'économie politique qui soit consistante chez More. Certainement, il y a des critiques sur certaines formes de pratiques à l'époque, par exemple, comment traiter les prisonniers, ou certainement c'est une critique de l'État ou de l'État anglais que More a connu, mais Bloch croit que le pathos de l'utopie dans la modernité est plus dans la félicité, dans le bonheur, que dans la critique de l'économie sociale et le moyen de parvenir à ce bonheur. Et Bloch, face à cela, va montrer l'autre côté qui est l'utopie marxiste. Marx, par exemple, dit-il dans le Principe Espérance, n'a jamais dit que puisque la société capitaliste, dans la société capitaliste, les salaires des ouvriers sont injustes, il n'a jamais dit que pour cela, il faut donc créer une société avec des salaires plus justes. Comme nous avons une société où les salaires ne sont pas justes, donc l'utopie, ce serait de faire une société avec des salaires justes. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Le « il faut » de Marx est différent des exigences morales traditionnelles. Le « il faut » de Marx se trouve dans les contradictions du capitalisme même.
Autrement dit, l'utopie, chez Marx, dédie 9 sur 10 de son effort à décrire l'état futur. Pardon, l'utopie moderne dédie 9 sur 10 de son effort à décrire l'état futur et 1 sur 10 à critiquer le présent. Chez Marx, c'est le contraire. 90% de son œuvre est une critique du présent et 10% de son œuvre est une caractérisation du futur. Au plus. Au plus. Voilà. Le jeune Marx. Le titre de son œuvre, dit Bloch, est Le Capital et pas Appel au socialisme. Donc, l'utopie, si l'utopie, donc pour ces deux, je disais qu'il fallait reprendre les deux, donc l'intention du marxisme, l'intention des utopistes abstraits pour Bloch. Donc, si l'un, c'est ce qu'il faut aller cueillir des uns, c'est le pathos qui les anime, donc cette sensation que le monde ne va pas bien et qu'il faut le changer. De l'autre, il faut voir, il faut comprendre l'utopie ou l'utopisme comme une critique du présent. Pour finir, j'ai quand même une toute dernière vision personnelle sur ce que pourrait être l'utopie chez vous. Et la question c'est, je conçois l'utopie chez Bloch comme une sorte de mise en abîme de l'unum. Je vais m'expliquer, de l'unum, non, les un. Je vais m'expliquer. On a peur maintenant de la catégorie d'absolu, ou plutôt de parler en termes d'universel, de ce qui concerne tous les hommes. On a peur de ça, il faut aller doucement, car certes, ce concept a servi à justifier l'entreprise impérialiste du capitalisme. Mais Bloch, avec sa lutte pour un système ouvert, avec sa notion de multiversum, le monde, ce n'est pas un univers linéaire, mais il est un multiversum, comme outil, nous aide à faire de la philosophie, enfin, ce multiversum pour faire la philosophie de l'histoire nous aide à envisager une réflexion sur l'unum nécessaire. L'unum nécessaire, Bloch croit qu'il y a quelque chose que les êtres humains ont cherché d'une façon ou d'une autre. La quête de la philosophie, c'est la quête de l'un. Et donc, mais cet unum nécessaire ne se décline plus comme dans l'idéalisme allemand, comme quelque chose, un carcan qu'il faut imposer à tout le monde, mais plutôt comme dans un sens éthique, comme l'exigence minimale pour que la vie de tous les hommes soit considérée digne. Et l'utopie est donc la mise en abîme de cet unum. Une mise en abîme, c'est une procédure théâtrale, non? C'est comme je prends ce concept du théâtre de Brecht, non? C'est une mise en distance, non? Ou dans la peinture, par exemple, le cadre de Van Eyck, non? Les époux de Van Eyck, non? Il y a deux époux qui se tiennent par la main et derrière eux, il y a un petit miroir. Et dans ce miroir, on voit le cadre tout entier. C'est la même chose dans les Meninas de Velázquez, non? Donc, je suis tenté à penser l'utopie chez Bloch comme une mise en abîme de ce monde, comme un résumé dans le rêve de ce qui, du devoir être du monde comme un postulat dans le sens kantien. Mais pour finir, donc ce n'est pas pour Bloch, ce n'est pas tant l'utopie, c'est quelque chose qui sort de la pensée du rêveur, parce que l'utopie ne se confond pas avec les wishful thinking, comme Bloch même le dit, mais c'est un aller cueillir la contradiction et les tendances qui sont à l'œuvre déjà dans la réalité pour que l'utopie puisse parvenir. Et dans ce sens, c'est ça que Bloch appelle l'utopie concrète. L'utopie, ce n'est pas abstraite, elle n'est pas ici dans la tête, elle est à l'œuvre déjà dans l'extérieur, et c'est dans un mariage entre ces facteurs subjectifs et objectifs de l'histoire comme elle se réalise. Merci beaucoup, Annibal.
Des réactions, des questions? Peut-être d'abord de nos invités? Oui, pourquoi pas, je vais réagir. Merci, c'était extrêmement intéressant. C'est vrai que le rapport à Thomas More mérite d'être étudié. Et je vais juste peut-être t'interroger sur la conclusion, parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble effectivement intéressant et problématique. Alors, en plus, tu as évoqué le tableau de Velázquez et Méline, donc moi ça me fait nécessairement penser à Foucault. Et Foucault, justement, dans... oui, le panoptique. Alors, il me semble aussi que c'est plutôt dans l'épistémologie du langage qu'il étudie aussi ce tableau où les dernières lignes sont que l'homme va disparaître. Il y a une espèce d'annonce, une annonciation comme ça chez Foucault, que l'homme va disparaître parce que d'une certaine manière, il y a une espèce d'introspection vertigineuse, c'est la culture du soi, et c'est pour ça que quand tu évoquais la question de l'unité, c'est quelque chose qui me semble important, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire l'unité chez Bloch? Est-ce que c'est l'unité, est-ce que c'est l'union? En plus, ça va avec deux autres concepts, c'est unum verum bonum, l'unité, le vrai, puis le bien. Donc chercher la question du souverain bien, c'est une autre problème. Donc comment est-ce que toi tu analyses le concept de unum? Comment est-ce que ça praxise justement? Parce que chez Foucault, par rapport à ce tableau de Lénine, cette mise en abîme qui est vertigineuse de l'en-soi, c'est aussi une manière de perdre le soi chez Foucault. C'est pour ça que l'homme va être amené à disparaître. La conception, en tout cas, qu'on a de l'homme, va être amenée à disparaître. Ce qui va être aussi là où vont puiser les gens qui vont parler de postmodernisme. Bon, ça, c'est un autre débat, mais... je dirais que ma réflexion va, sans trop connaître les idées de Foucault, dans le sens inverse. Justement, comme ce qui ne doit pas disparaître. Comme ce « arrête-toi, tu es si beau » du Faust, non? C'est justement l'utopie, dit Bloch, c'est au fond le Forschein, la préapparition de ce « arrête-toi », non? Reste là et ne pars pas, tu vois. Donc, dans ce sens, je comprends l'utopie comme c'est quelque chose qui a été cherché un peu partout, d'une façon différente, qui a été nommé d'une façon spéciale pour Bloch dans le judéo-christianisme, comme le royaume. Et donc, ce qui a été cherché auparavant, on doit l'hériter. On hérite de cela. Et donc ça, c'est à part le concept de préapparition, donc il y a le concept d'héritage, non, d'herbe ou de Erbschaft, comme ce qui ne doit pas disparaître. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comme ce qui doit être conservé. Alors, qu'est-ce qui doit être conservé? Ça, et justement, c'est là j'avance dans ma thèse. Je crois que la philosophie a une labeur, un travail éminemment sotériologique. Sotériologique comme ce qui doit être sauvé. Je me rappelle de cette histoire de la tante ou de la parente qui est en train de mourir au début d'héritage de 7 ans. Non? Et donc, les neveux jette un regard sur la chambre pour voir ce qui doit être sauvé, non? Et ce qui doit être sauvé est justement ce qui est paisible d'héritage. Et donc Bloch croit qu'il y a un excédent, un remanent, un petit quelque chose qui reste, même une fois que les conditions socio-économiques qui ont produit la chose se sont éteintes. Donc, par exemple, certes, dans le christianisme, il y a l'Inquisition, il y a des choses terribles, il y a la persécution de la pensée, mais il y a une chose qui ne doit pas périr. Et cette chose qui ne doit pas périr est la notion du royaume. Parce que cette notion de royaume rejoint
cette quête de l'unum qui a été faite un peu partout. Non? Donc tout dans la religion est superstition, sauf une chose, dit Bloch, l'utopie du royaume. Donc, ça c'est très kabbaliste, on va y reviendra peut-être après, mais tu avais une question, Marc? J'avais juste une petite remarque anecdotique pour Marx. Je trouve la proportion pas suffisante, entre 90% et 10%. Je pense qu'il a beaucoup moins écrit que 10% de son œuvre sur la société future. Et j'attire l'attention que quand il l'a fait, dans les textes célèbres, la critique du programme de Gotha ou le manifeste communiste, c'était des textes de commande. Et il les a vraiment écrits à reculons. Il détestait ça. Vraiment, il fallait lui forcer la main pour qu'il le fasse. Lui, il avait une intelligence vraiment analytique, critique analytique de ce qui est, du donné, comme dit Bloch, mais aucune imagination institutionnelle, disons, pour le futur. Mais ça m'amène à une question plus générale. C'est que, en fait, Marx avait donc cette pensée critique, et au fond, il n'avait pas du tout une pensée, je dirais, de l'intentionnalité révolutionnaire des acteurs. Moi, je pense que s'il ne l'avait pas, c'est parce qu'il n'en avait pas besoin, d'une certaine manière, parce que, au fond, je pense que de manière sous-jacente, ce qu'il nous dit aussi, c'est que les prolétaires, qui sont les porteurs de la révolution, étaient des êtres souffrants, et que cette souffrance, au fond, par elle-même, cherchait son abolition, en quelque sorte. Et donc, c'est quasi mécanique. Pardon? Cette émancipation, cette intentionnalité révolutionnaire est quasi mécanique. Donc, l'on l'appelle, dialectiquement immanente. Oui, mais médiatisée par la souffrance du corps. C'est ça le milieu dans lequel, au fond, se déclenche en quelque sorte l'émancipation. Alors voilà ma question. Chez Bloch, quel serait l'équivalent de cette intentionnalité muette, si on veut, ou cette intentionnalité souffrante de Marx? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait mouvoir? Parce qu'on voit bien la structure, ça a été dit en constatant la conscience anticipante et tout ça, on voit tout ça bien. Mais qu'est-ce qui meut cette structure du souhait, par exemple, toute l'importance du souhait, hein? Vous avez montré que le souhait était le... Vous n'avez pas dit le déclencheur, mais le levier, vous avez dit que c'était le levier principal. Je n'ai pas parlé de la fin, effectivement, oui. Peut-être que tu vas le développer. Alors, voilà, donc ce levier, en fait, si je résume, ce levier chez Marx, c'est la souffrance des corps, en quelque sorte. Mais chez Bloch, c'est quoi ce levier de l'espérance, en fait? D'abord, j'identifie deux petites questions. Non? La première, c'est donc Marx paraît nous dire donc la dynamite, en quelque sorte, de la révolution, c'est la souffrance, comme Bloch. Essaie de penser l'origine de la révolution dans plusieurs textes, pas systématiquement, mais quand même. Et je crois qu'il y a une phrase du Thomas Müntzer, son ouvrage sur Thomas Müntzer. Il dit que la révolution, en quelque sorte, c'est vrai, elle est originée par les conditions matérielles difficiles dans lesquelles les prolétaires se trouvent, mais il y a quelque chose, il y a un élément qui nous échappe, et il appelle ça les necromances de l'histoire. Il y a un noyau obscur dans chaque révolution qui n'est pas explicable, qui ne se résout pas dans la simple explication des conditions matérielles des sujets révolutionnaires. Donc, autrement dit, on peut penser à des gens qui ont des générations et des générations et des générations qui souffrent sous la faim, et pourtant ils ne font pas de révolution. La pauvreté et la misère n'est pas révolutionnaire en soi. C'est une phrase de Trace. L'utopie, la pauvreté n'est pas une garantie de révolution. Il peut... nécessaire mais pas suffisant. Oui, nécessaire mais pas suffisante, parce que en fait, on peut voir des groupes qui ont été prolétarisés, des groupes qui sont dans la pauvreté, et bien qui virent, au lieu de se faire révolutionnaire, ils virent à droite.
Non, donc il y a un côté obscur de l'origine de cela. Et de notre côté, il y a aussi quelque chose comme donc à chaque fois que la révolution se produit, ou notamment dans les cas de Thomas Müntzer, Bloch voit qu'il y a une sorte d'agrandissement de la condition subjective. Donc à la fin, c'est pas très bien expliqué, mais ce qui arrive dans toute révolution, c'est que la condition subjective s'agrandit et puis elle devient un nous. Le nous se fait opératif. Donc, un sujet collectif qui s'élève. Donc, c'est ça qui se produit au fond dans les révolutions. Est-ce que cela est expliqué par la simple souffrance? Oui, mais pas nécessairement. Il y a quelque chose qui nous échappe dans la dynamique de l'histoire qui... Ça révèle une trace. Voilà. Et l'autre chose, c'est que c'est la notion des fins, justement, chez Bloch. Non? Donc, la fin... Oui, FAIM. La fin comme quelque chose qui pousse à agir et comme la propre conservation, comme les sentiments primigènes. Non? Quand cette propre conservation est menacée, donc il y a nécessairement un soulèvement. Mais si ce soulèvement ne se fait pas nous, donc collectif, communautaire, il n'y a pas de révolution, je dirais. Merci. Philippe, tu as une question? Oui, oui, ton exposé est très intéressant. Maintenant, donc il y a chez Bloch une espèce de réappropriation positive de l'utopie par rapport à la tradition marxiste. Parce que, par exemple, dans socialisme utopique et socialisme scientifique de Engels, donc où il y a utopie est utilisé en sens péjoratif, encore plus dans le titre allemand, von der Utopie zur Wissenschaft. Donc tu as par exemple ce passage-ci qui me semble le mieux exprimer la relation alors de Marx et Engels à l'utopie. Donc il dit pour les trois grands utopistes, ils discutent alors ultérieurement, il s'agissait d'inventer un nouveau système plus parfait de régime social et de l'octroyer de l'extérieur à la société par la propagande et si possible par l'exemple d'expériences modernes. Ces nouveaux systèmes sociaux étaient d'avance condamnés à l'utopie. Plus ils étaient élaborés dans le détail, plus ils devaient se perdre dans la fantaisie pure. Alors il dit, mais, et c'est ça, par rapport à ça, on peut adopter l'attitude des critiques qui, d'un ton supérieur, disent ce ne sont là que des folies. Nous préférons, nous, Marx et Engels, nous préférons nous réjouir des germes d'idées de génie et des idées de génie qui percent partout sous l'enveloppe fantastique et auxquelles ces Philistins, les critiques, sont aveugles. Alors, donc, utopie est utilisée ici dans un sens manifestement péjoratif. Qu'est-ce qu'on critique, qu'est-ce qu'on reproche aux utopistes? C'est de ne pas tenir compte des conditions de réalisation de l'utopie. Bon, alors ma question à toi, alors c'est donc manifestement l'usage du terme utopie chez Bloch est distinct de celui de Marx et Engels dans la mesure où utopie est utilisée, la condition que c'est une utopie concrète dans un sens positif. Mais alors, donc j'ai deux questions alors par rapport à ça. Et deux choses qui m'ont un peu perturbé, je dirais, ou rendu perplexe dans ton exposé. La première, c'est que tu as dit à un certain moment, le « il faut » de Marx se trouve dans les contradictions du capitalisme, mais plutôt que dans la souffrance et dans la pauvreté. Alors, mais ce « il faut » de Marx-là, et ça se retrouve ici dans ce texte, c'est plutôt un « müssen » qu'un « sollen ». C'est une nécessité plutôt qu'une obligation. C'est de l'ordre du mouvement de l'histoire. Déjà, je me souviens dans Deutsche Ideologie, il y avait l'expression, le communisme, c'est pas un idéal, mais c'est le mouvement même de l'histoire qui est bon. Mais là, alors, si l'utopie concrète, c'est de l'ordre de ce Müssen-là, donc c'est vraiment, c'est dire, bon, la science décrit les lois de l'histoire et puis ça va se faire tout seul. Bon, ça c'est la première chose que tu clarifies. Donc est-ce qu'il reprend encore pour lui aussi? Est-ce que pour Bloch aussi? Alors, il s'agit de « il faut » qui importe, c'est celui qui est entré dans les contradictions du capitalisme.
limites qui sont imposées au développement des forces productives, etc. Et l'autre question, c'est, donc à deux reprises, tu as dit, c'est là qu'il y a le moins d'utopie. À la fois en parlant utopie pour le temps présent ici, et alors au moment où tu as dit, bon, pour les utopistes anciens, en quelque sorte, il n'y a pas de place pour la révolution, pas de place pour la lutte, et c'est là qu'il y a le moins d'utopie. Alors qu'est-ce que veut dire ici le moins d'utopie? Donc, deux questions Je commence par la deuxième. Donc, c'est là qu'il y a le moins d'utopie, c'est plus ou moins une phrase de Bloch même dans le principe Espérance, volume 1. Si vous avez le PDF du volume 1, vous tapez mort et vous allez trouver le passage. Ok, non, c'est le principe Espérance. Ah oui, pardon. Et donc voilà. Dans quel sens on doit comprendre cette phrase comme cette bataille de Bloch de dire d'abord l'utopie ce n'est pas quelque chose qui appartient juste à une certaine pensée de gauche ou dans ce sens. L'utopie n'appartient pas seulement aux romans politiques, non? Mais que l'utopie, elle existe dans l'art, elle existe dans la littérature, elle existe dans la géographie, elle existe dans les rêves humains. Non? Donc, le camp d'action de l'utopie dans le monde est très grand, très vaste. Dans quel sens il y a là le moins d'utopie? Dans le sens où l'utopie devient une sorte de projet. Bloch ne comprend pas l'utopie comme un projet dans lequel... Parce que quand on fait un projet comme ça, donc on a pas par pas, donc on ferait... c'est ce qu'on a voulu penser dans les automatismes marxistes, on fera la révolution, puis on fera cela, puis on fera cela, puis on fera cela, puis pour le communisme. Et donc, contre cette vision un peu synchronique de faire l'utopie comme un projet. Contre cela, Bloch insurge ou il ne veut pas que ce soit... Donc il croit que l'utopie est présente non seulement dans les têtes des rêveurs, mais à l'extérieur, dans les tendances qui sont à l'œuvre dans la société et dans la matière même. Que la matière est une des luttes de Bloch c'est comprendre la matière comme quelque chose qui est pas simplement comme la nature, la pure passivité, mais comme la possibilité d'engendrer toujours de nouvelles déterminations. Donc la matière est encore capable de dire des choses qui n'ont pas encore été dites. C'est ça. Et donc, de produire de nouvelles choses que nous n'avons pas encore vues. Et non seulement, donc, l'utopie ne consisterait pas seulement à réaménager les mondes tout en gardant ce qu'il y a dans le monde, mais à produire du novum dans le monde. Donc, ce serait cela. Et puis, la deuxième chose, c'est que Bloch a toujours cru que le marxisme, qu'il appelait le marxisme froid, donc ce marxisme qui était un marxisme, non parce que son marxisme, lui, il le présente aussi comme scientifique, mais un marxisme froid qui est soucié toujours des chiffres, de numéros, comme ce communiste qui va parler dans l'héritage de ce temps face à un nazi, et donc le communiste commence à dire le capitalisme, et il donne des chiffres, des pourcentages, etc. Et puis le nazi arrive et dit regardez, les communistes et les capitalistes c'est la même chose, parce que les deux ils parlent des chiffres, des nombres, et ça ne dit rien, et donc les gens finalement avaient cru aux nazis. Donc Bloch croit plutôt que dans le marxisme, il y a une vision, enfin, chez Marx même, il n'y a pas une vision négative de l'utopie, mais une vision positive de l'utopie.
Donc, c'est cet héritage un peu caché, un peu perdu de Marx qu'il veut essayer de sauver. Mais il ne croit pas qu'il est en train de corriger Marx, mais plutôt de sauver une partie de sa pensée qui n'a pas été assez explorée par le marxisme officiel de l'époque, avec lequel Bloch va avoir des problèmes en République démocratique allemande. On va avoir trop de questions si on veut. Non, c'est pas une question, c'est juste une contribution. Alors, pour compléter, oui, une contribution pour répondre à la question de monsieur qui posait la question de savoir où se trouve le levier de l'espérance chez Bloch. Pour compléter, pour dire quelque chose au-delà de ce que le frère Hannibal a dit, c'est que, en principe, l'utopie de Bloch par rapport à celle de More, c'est que l'utopie de Bloch se situe au niveau de l'accomplissement du possible dans l'histoire de façon ultérieure. De telle manière que le levier justement de l'espérance chez Bloch réside justement dans ce qu'il appelait le kairos, c'est-à-dire une sorte d'attente du temps de l'accomplissement du possible ultérieur. En fait, quel est le problème chez Bloch? C'est qu'on a une double détermination. On a, pour ainsi dire, la détermination subjective, qui est naturellement une détermination utopique, mais il y a aussi l'accomplissement objectif dans l'histoire. Donc, la seule détermination, pour ainsi dire, subjective, ne suffit pas à l'accomplissement du possible dans l'histoire. Il faut ajouter à la détermination, pour ainsi dire, subjective, les données objectives de l'histoire. Donc, ce qui revient donc à dire qu'il ne peut y avoir accomplissement du possible que lorsque ces deux déterminations sont conjuguées. Donc, le levier donc, de l'espérance réside justement dans l'attente de la conjugaison de ces deux déterminations pour parvenir à ce qu'il appelle le kairos, c'est-à-dire le temps de l'accomplissement. Voilà. Merci. Et je vais donner le temps à Nathalie et Roberto de s'installer pour que nous continuions. Et pour répondre à votre remarque, je vais aussi rappeler sa définition du rôle du passé dans l'utopie. Il nous dit, dans le principe utopie, bien sûr le passé semble s'être solidifié, s'être endormi, puisqu'au fur et à mesure que nous en sommes sortis, il est recouvert d'une obscurité croissante. Mais tout cela peut se réveiller. Donc la dynamique utopique, c'est aussi, dans une articulation de l'instant, réveiller le passé par la pulsion du futur. Et donc on n'a jamais cette séparation que tu viens de lire, Philippe, dans Marx et Engels, où on est dans la programmatique, simplement. On est dans une visée vers l'avant. Parce que ça, c'est encore le conatus spinoziste, je dirais. Hein. Il n'y a que le futur. Et le futur n'est pas vivant sans le passé chez Bloch. Bon. Peut-être une heure et demie. Alors, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Hannibal. Donc, on pourrait parler toute la matinée de ce fragment-là, mais on va... Tu veux continuer ici? Oui, comme ça on vous entend mieux. C'est Nathalie qui va commencer, puis Roberto? Oui. Nathalie. Alors, nous allons reprendre la question du nihilisme chez Bloch et finalement sa lutte contre le nihilisme à partir d'une lecture croisée de la question du nihilisme chez Bloch et Jonas, qu'on a largement opposé, ce qu'a questionné d'ailleurs Avishai Zafrani dans son ouvrage, et qui va être relu par Nathalie Frogneux, qui, comme vous le savez, est une spécialiste de Jonas. Puis Roberto reviendra sur la question de l'utopie avec des éléments neufs, nous a-t-il promis. Voilà. Merci. Alors, quand j'étais étudiante, j'avais un professeur qui disait toujours il ne faut pas confondre le fait qu'un auteur est votre spécialité et le fait que vous êtes spécialiste de cet auteur. Oui, mais on va dire que Jonas, c'est un peu ma spécialité.
Je voulais juste vous mettre les points de mon exposé sur l'écran, si ça s'allume. Vous l'avez allumé, Nathalie? Tu as la télécommande? Il y a une télécommande. Oui, il faut l'allumer. Si Robert peut t'aider, voilà. Merci. Jonathan avec la technique. Toujours quelque chose. Ça marche. Ça marche? Ça marche. C'est pour ça que Bloch ne critique pas la technique, il critique une vision idéologique du problème. Oui, je sais. Alors, voilà, je... C'est pas très bien ça comme... Tu veux qu'on éteigne? Vous voyez me... Non, ils sont tout petits mes points. Je vais vous les lire de toute façon. Je voudrais, pour ne pas prendre trop de temps et laisser à Roberto la possibilité de revenir sur le dialogue entre Bloch et Jonas, je voulais intervenir sur la question du nihilisme en 6 points. Donc je vous les annonce, et puis si jamais pendant la discussion on pourra revenir sur un de ces points qui vous intéresse plus particulièrement. D'abord, je voulais faire un petit clin d'œil à la fois à René Girard, qui est décédé, comme vous le savez, la semaine dernière, et puis à Jacques Thémignot, parce que je pense que Jonas est dans la perspective d'une réplique à l'égard de Ernst Bloch, c'est-à-dire qu'ils sont frères ennemis, c'est-à-dire que Jonas intitule son principe responsabilité en fonction du principe espérance de Bloch, avec un même projet philosophique, mais des réponses diamétralement opposées. Et donc, le premier point est déjà réglé. Je voulais venir sur la question du nihilisme selon Ernst Jonas. Pour lui, c'est un vide éthique. Le nihilisme est inhérent à l'utopie. C'est un acosmisme qui est en fait, selon Jonas, inhérent à l'utopie et qui va poser problème dans la réplique au nihilisme, évidemment. Je vais essayer de les distinguer sur la question de l'histoire. Et puis, parce que l'histoire chez Jonas n'est pas le devenir de l'humanité. Ensuite, je vais opposer la nécessaire liberté et le royaume de la liberté. Et enfin, je voudrais insister sur le fait que chez Jonas, la liberté et la volonté ne sont pas synonymes. Et ça va faire évidemment une grande différence dans la réplique au nihilisme. Donc, puisque je vous ai déjà expliqué mon petit clin d'œil avec le point 1, je voulais dans le point 2 insister sur la définition que donne Jonas du nihilisme. En fait, le nihilisme pour Jonas, c'est une question qu'il a découverte très tôt avec ses études sur le gnosticisme dans Der Begriff der Gnosis en 30 et Gnosis und später Antiker Geist en 34. Et il a pris conscience en fait de ce qu'était la profondeur du nihilisme en 52, dans un article qu'il a intitulé Gnosticisme and Modern Nihilism, qui a connu des rééditions et des aménagements, mais je vous passe le détail, et il a compris en fait qu'il y avait une connivence entre le nihilisme du XXe siècle avec l'existentialisme heideggérien, qui lui avait permis d'ouvrir de manière remarquable en fait le nihilisme de l'Antiquité tardive, donc de ce qu'il appelle l'esprit de l'Antiquité tardive, à savoir un gnosticisme que l'on trouve à travers des sectes et à travers la religion manichéenne, mais qui pour lui est caractéristique de l'ensemble de ces 2e et 3e siècles. Je pense que cette définition est la seule et l'unique dont il ne se départit pas dans son œuvre et qui revient encore dans le principe responsabilité, à savoir le nihilisme, c'est une conception de l'homme qui laisse l'action se poser dans le vide. C'est-à-dire que le nihilisme, pour lui, tient à une rupture entre l'homme et son monde. C'est-à-dire que son action n'a pas de sens, puisque le monde dans lequel elle se joue, en fait, est indifférent à ce que fait l'homme. Alors, on revient donc sur la question qu'on a abordée tout à l'heure, la question de l'Heimat, la question est-ce que l'homme est chez lui, est-ce qu'il est à la maison, est-ce qu'il doit chercher un lieu où vivre authentiquement parce qu'il est en exil, parce qu'il connaît l'exode, etc. C'est cette question-là, évidemment, qu'il va devoir affronter. Donc, pour lui, je suis allée chercher la citation de Nietzsche qu'il donne dans
la religion gnostique, donc, qui est une version abrégée de Gnosis und spätantlicher Geist. Et il dit, voilà comment Nietzsche a défini le nihilisme européen, je le cite, donc je cite Nietzsche, cité par Jonas, « Le monde, une porte ouverte sur 1000 déserts muets et glacés. À qui perdit ce que tu as perdu, point de repos. Malheur à qui n'a pas de patrie. » Donc c'est bien la question de l'acosmisme qui est en jeu dans le nihilisme. Ou plus exactement, c'est l'acosmisme qui fait qu'il y aura une perte du monde et donc une perte du sens de l'action. La preuve en est pour Jonas que dans l'Antiquité tardive, nous avons deux types d'éthique qui découlent de l'anthropologie gnostique. Soit l'éthique ascétique, c'est celle qui est la plus répandue, donc un retrait à l'égard du monde. Les hommes vont essayer d'avoir le moins possible de commerce avec le monde, que ce soit sur le plan sexuel, donc pas d'enfants, sur le plan des plaisirs charnels, etc. Donc retrait du commerce avec le corps. Et puis, quelques sectes vont au contraire adopter une position de combat. Donc, puisque ce monde est hostile, ce monde qui n'est pas le nôtre, peut être amené à sa perte, eh bien, la position de combat va dériver en une éthique libertaire. Alors ceux-là sont moins nombreux, mais ils ont fort marqué les hérésiologues, et donc proportionnellement dans la littérature, on a des témoignages importants de ces sectes qui vont pratiquer des orgies, des avortements collectifs, etc. Donc, Jonas voit dans cette possibilité, en fait, d'interpréter de manière radicalement opposée une même situation anthropologique, le fait que nous sommes amenés à un vide éthique, c'est-à-dire une insignifiance totale de l'action. Or, dit-il, cette rupture entre l'homme et son monde réapparaît périodiquement dans l'histoire. Ce qui fait qu'avec le nihilisme moderne, Jonas observe une rupture. Au-delà du fait qu'elle soit de gauche ou de droite, la question n'est pas là. Pour lui, la rupture entre l'homme et son monde vient d'une manière dont nous avons interprété la nature, c'est-à-dire qu'elle est le fait notamment des sciences modernes qui ne s'intéressent plus à la substance, qui ne s'intéresse plus à contempler, par exemple en biologie, les espèces animales ou les espèces de la faune, mais qui s'intéresse aux processus comme le métabolisme, la photosynthèse, etc. Et à partir du moment où on s'intéresse, dit-il, au processus, c'est-à-dire au comment et plus au quoi de la nature, quand on n'est plus dans une perspective contemplative comme pouvaient l'être les sciences de l'Antiquité, mais qu'on est dans une perspective qui s'intéresse aux usages possibles de l'homme au sein de la nature, on a affaire à une rupture qui est bien plus fondamentale que celle alors d'une opposition entre pensée de droite et pensée de gauche. Ce que l'on observe, c'est que, évidemment, tout devient possible, le monde devient, de manière générale, complètement instable et on peut tout en faire. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, si vous voulez, dans le débat, on pourra le faire, sur la question de la critique de la technologie chez Jonas et de son articulation avec les sciences modernes, mais ce qu'il voit, c'est effectivement à l'œuvre l'équivalent de l'éthique libertaire de l'Antiquité tardive, à savoir que la technique se permet une action collective cumulative qui est destructrice, puisque la nature est devenue quelque chose de neutre dans laquelle une subjectivité humaine peut s'exercer, une subjectivité qui est la seule capable de donner des valeurs et des fins. Donc, le point, me semble-t-il, c'est véritablement qu'à partir de ce moment-là, l'histoire elle-même devient processus, l'histoire devient devenir. Jonas va répliquer à ceux qui entendraient comprendre l'histoire comme un simple processus qui peut aller même jusqu'au cœur de ce qu'est l'être, au cœur au niveau anthropologique, mais aussi au niveau de la nature, avec une transformation, par exemple, du donné matériel du vivant, avec
ce sont des découvertes évidemment du XXe siècle, mais avec la découverte de la génétique, etc., on peut vraiment transformer le cœur de la matière, et donc on peut véritablement transformer la nature. Donc c'est en fait ce que dit Arendt à un autre égard, quand elle dit finalement la technologie a introduit le processus dans la nature, elle a introduit l'histoire dans la nature. C'est ça que Jonas va remettre en question. Je prends une critique en 4 points qu'il fait dans le principe responsabilité et qui, à mon avis, est le cœur de sa distance avec Bloch. C'est qu'il dit l'humanité n'est pas produite par des circonstances particulières, premier point. Deuxième point, les circonstances pourraient être univoquement bonnes à tous égards et donc seulement bénéfiques, deuxième point de désaccord. L'homme bon ou idéal n'a jamais existé, car les conditions qui le rendent bon n'ont jamais existé, troisième point de désaccord. Et quatrième point, l'homme authentique n'a encore jamais existé. Donc on pourrait résumer le cœur du désaccord entre Bloch et Jonas en disant que pour lui, l'humanité ne dépend pas de ces circonstances historiques particulières et que les circonstances, ça je pense que c'est très important dans la pensée du mal chez Jonas, les circonstances ne peuvent pas être univoquement bonnes et donc elles ne peuvent pas produire seulement des bénéfices. C'est-à-dire que lorsque l'on change les circonstances, on change l'équilibre et qu'avec toute circonstance est amené un lot de négativité autant que de positivité. Sur le plan anthropologique, ce qui est important à souligner, c'est que notre humanité, dit-il, a toujours été donnée d'emblée et que l'authenticité de l'humain n'est pas dans l'avenir ou dans la projection d'un temps utopique. Il n'y a pas, dit-il, d'humanité préhumaine, c'est dans le principe de responsabilité à la page 260, il n'y a pas d'humanité préhumaine et donc il n'y a pas de temps utopique de l'homme. Autrement dit, l'humanité ne peut pas être pensée comme atrophiée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle pourrait être demain, ou préhistorique par rapport à un regnum humanum qui doit encore advenir. On voit bien que, évidemment, cette question de la critique de l'authenticité est une critique du dualisme, évidemment, des arrière-mondes, du paradis, mais aussi, bien sûr, d'un idéal qui n'est pas encore advenu. C'est là évidemment qu'il rencontre Bloch. C'est évidemment une critique du gnosticisme, mais je ne vais pas m'y attarder, qui dit que le lieu de l'humain est un ailleurs. Donc sur ce point-là, pour Jonas, l'utopie de Bloch rejoint les courants religieux dans le fait que le royaume de la béatitude et l'accomplissement de l'être humain est un ailleurs. Alors que ce soit le paradis comme chez Pascal, qu'il critique très durement au début du principe responsabilité, ou que ce soit un ailleurs rêvé de l'utopie, ne change rien pour Jonas. Alors pour vous donner un exemple particulier de cette critique, dans sa critique de l'expérimentation humaine, il dit « Nous n'avons pas le droit de pratiquer l'expérimentation sur l'être humain parce que les personnes aujourd'hui qui subiraient l'expérimentation ne sont pas des humains provisoires en attente d'un gain sanitaire futur. » Donc, ou bien l'expérimentation a un sens pour les personnes qui souffrent, et donc c'est une expérimentation qui conjoint le soin et la découverte scientifique, ou bien nous devons nous l'interdire parce qu'aucun humain n'est le brouillon d'aucun autre. Aucun humain n'est l'échantillon d'aucun autre. Alors, c'est évidemment la question de la préhumanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Jonas, j'ai encore le temps, Mylène. Pour Jonas, l'histoire, oui, l'histoire n'est pas un devenir de l'humanité, mais elle est chaque fois la réponse à une situation singulière. Et donc, pour reprendre l'expression que Avishai Sabrani avait donnée
tout à l'heure. Effectivement, pour Jonas, comme pour Bloch, il s'agit de produire le sens de l'histoire, mais je dirais que pour Jonas, il s'agit de produire le sens et pas l'histoire, tandis que peut-être pour Bloch, il s'agit de produire l'histoire pour qu'elle ait du sens. Enfin, je tente cette possibilité-là, c'est-à-dire, c'est notamment un texte qu'il consacre à la question de l'histoire, Change and Permanence, dans les essais philosophiques, Changement et Permanence, dans lesquels il dit que finalement, ce que nous devons faire, c'est toujours répondre à la sollicitude à l'égard du sort de l'humain, qui n'est pas réductible, mais qui a toujours été donné depuis que l'homme est homme. Alors, donc, aussi, on pourrait reprendre la question du concept de Dieu après Auschwitz, et on pourrait dire que nous sommes tous dans l'histoire équidistants par rapport à cette image de Dieu que nous produisons ensemble. Je laisse cette question qui est beaucoup plus spéculative de côté. Ce que je voulais simplement souligner, c'est que ce qui a été donné, c'est une nature humaine ambiguë. Ça, c'est absolument essentiel. Pour Jonas, le rêve d'une nature humaine qui ne serait pas ambiguë, mais qui serait simplement bonne, ou qui serait simplement celle de la béatitude, c'est une humanité trompeuse qui nous amène à prendre des décisions qui vont nous emmener vers autant de mal que de bien. Donc notre nature humaine étant ambiguë, lorsque nous changeons les circonstances de cette humanité, nous prenons toujours le risque, évidemment, que cette humanité courra sa perte. Donc, oui, je sais que ça ne te plaît pas, mais je ne vais pas le dire jusqu'au bout. Alors, juste ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, c'est très important de bien distinguer la liberté et la volonté qui ne sont pas synonymes. Pourquoi ? Parce que la volonté humaine, c'est la liberté qui s'isole, justement, qui a ce mouvement que Jonas décrit comme absolument nihiliste dans un texte qui s'appelle L'abîme de la volonté, à savoir cette volonté qui s'examine elle-même pour pouvoir se déclarer pure. Donc c'est évidemment la question de la critique du déontologisme, c'est aussi la critique évidemment d'une humanité qui pourrait avoir des intentions parfaitement bonnes, et pour lui qui se situe donc dans une perspective entre déontologisme et conséquentialisme, je pense que c'est ça l'essence de la responsabilité jonassienne, entre déontologisme et conséquentialisme, eh bien la liberté au contraire doit être pensée de manière dialectique, c'est toujours dans un rapport avec la nécessité que se joue la liberté, et jamais dans un arrachement à l'égard de la nécessité. Ça a à voir avec les bases évidemment métaboliques de notre action, puisque nous connaissons une activité métabolique qui est elle-même déjà dialectique au niveau simplement vivant. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je suppose que cette lecture va susciter un débat, mais je voudrais d'abord donner la parole à Roberto, qui va illustrer peut-être cette thèse sur laquelle que vous partagez. Non. Oui, it will be in English. So we have an additional problem here. So A technical problem? Yes. So apart from having two complex authors who are Jonas and Bloch, we have the additional problem of having a second language, which is English. However, I will try to be as clear as possible, and I would like to help the understanding of what the brief comments I'm going to deliver by projecting some quotations. Oh, here they are. Okay. They are quotations from some published, all published works of Jonas, which focus on Bloch, and some previously unpublished letters which were published into Italian 15 years ago, and letters which
probably are not so well known in France because they were only published in Italy. But so hopefully the aim of my brief contribution is to shed light on Hans Jonas's intellectual and philosophical relationship with Ernst Bloch, in addition to what the previous speakers already said, and especially Abhishek Zafrani in her interesting book Le Défi de Nihilisme. The issues, I would like to address mainly two issues. So the first one is the controversy regarding utopia and its political use. And the second issue is Jonas's critical appreciation of Bloch's ontology, which is a sort of a what is underneath his criticism of utopia. So as for the first aspect, the controversy regarding utopia, Nathalie already introduced this point, but it's quite well known that even the title of Jonas's most famous book on Das Prinzip Verantwortung is conceived as a criticism of Ernst Bloch's Das Prinzip Hoffnung. However, if we take a deeper and more critical look into the issue, the direct opposition changes into a more complex and interesting relationship. For instance, when Jonas is awarded the Peace Prize of the German book trade in 1987, and by the way, exactly 20 years before, the same prize was awarded Ernst Bloch. So on this occasion, Jonas delivers a famous speech on technology, freedom and duty, Technik, Freiheit und Pflicht, which highlights that the principle of responsibility and the principle of hope are in accord on one point, namely the importance of the striving for the survival of the specific dignity of our species. And so I would like to quote from what Jonas says on that occasion, and he says, "In the future we will have to live in the shadow of the menace of a calamity. However, to be conscious of the shadow, as we realize nowadays, is a paradoxical glimmer of hope, a glimmer which prevents responsibilities called being struck down. The light of hope does not shine like the light of utopia. Nevertheless, the light of hope, along with our faith in freedom and reason, enlightens our path by warning us. So in the end, the principle of responsibility and the principle of hope converge. What both principles agree on is not the exaggerated hope of achieving earthly paradise, but the more modest hope of safeguarding, also for the future, the world's livability and the specific dignity of our species. And this is on the basis of the plentiful, albeit limited, legacy which humanity was entrusted with." So after all, the dispute between Jonas and Bloch seems not to regard hope as such, but utopia, and more precisely, utopia understood in its political sense as a program of action, and the related risk of misusing hope in order to realize authenticity and the true man, as Nathalie already pointed out before. And about this thing of the true man, I will say very briefly something in a couple of minutes. Of course, I don't want, nor have I enough time to give a full account of the criticism leveled by Jonas at contemporary political utopias in Das Prinzip Verantwortung. Besides, they are quite well known. What I wish to propose instead is to focus on something slightly different, namely on Jonas's portrait of Ernst Bloch as a political utopian, and also Nathalie hinted at this before. Indeed, in an interview with Ingo Hermann, published in 1991 under the title Erkenntnis und Verantwortung, Jonas admits that his portrait of Bloch exclusively in those terms, so as a political utopian, results in a caricature of a thinker for whom, on the contrary, he has the greatest admiration. And so here we come to the second quotation.
The truth is, states Jonas on this occasion, that Bloch's thinking is astonishingly attractive. He has a high idea of the human being, of his self-realization, and of what he can do for other human beings. Bloch believes that the human being has not yet completely flourished, that he has not yet achieved all that he could or should be. Such a viewpoint is worthy of great respect, and even more. Indeed, if we lacked such dreamers, we could say utopians, no superior aspiration would exist apart from aspirations which anyone pursues only for his own sake. Nevertheless, since the message is announced as being closely connected to a political movement, there is the risk that the dream becomes a program of action. And as a further proof of Jonas's admiration for Bloch's thinking, I wish to mention a letter Hans Jonas addresses directly to Bloch on the 19th September 1965. And the transcript of this letter was published in the Italian journal Ragion Pratica in 2000. In the letter, Jonas mentions the unforgettable meeting he had the previous year with Bloch in Tübingen, soon after the public lecture on Heidegger und die Theologie, in whose audience was also Bloch, among others, of course. And Bloch enjoyed the speech. And also Avishag Zafrani quotes this episode in her book. Then Jonas adds, in his letter to Bloch, that although he had been invited by the editor Siegfried Unseld to contribute to the Festschrift for Bloch's 80th birthday, he was not able to write anything ad hoc which focuses specifically on the thinking of Ernst Bloch. However, what in those months Jonas has just been able to publish is something quite remarkable, whose offset Jonas encloses along with his letter to Bloch. And what he encloses is an article explicitly dedicated to, I quote, Ernst Bloch for his 80th birthday with deep admiration. An article which was then, afterwards, to be inserted as the first, thus fundamental, essay in the phenomenon of life. An article focusing on the issues of life and death, dualism and nihilism, modernity and ontology, freedom and teleology. What was the title of this article? Das Problem des Lebens und des Liebes in der Lehre vom Sein. That means life, death, and the body in the theory of being, which is still nowadays the first important fundamental essay in the phenomenon of life, Organismus und Freiheit. So, and this essay was in its first place explicitly dedicated to Bloch. In addition to the dedication, what is remarkable is that in his letter, Jonas writes to Bloch, I think I have the excerpt here. No, I don't. I forgot. Sorry. It's only a very short quotation. He writes, "I hope that you Bloch, find the way of thinking of my article not unfamiliar to yours." So a very something quite strong. Indeed, the statement confirms that the full account of the relationship between Jonas and Bloch goes far beyond and dates back long before the controversy regarding utopia. So here I would like to say something about the critical appreciation of Bloch's ontology. So the second and last point of my contribution. So if this is true, so if the relationship between Jonas and Bloch is something more complex and interesting, apart from the criticism and the controversy regarding utopia, then we have to take a closer look at Bloch's ontology and try to understand what Jonas thinks about it. And this is really a complex issue, so I won't go too deep into this.
But in Das Prinzip Verantwortung, it's quite clearly stated that the real issue with Bloch's philosophy and the real issue behind the Utopia controversy is the Ontologie des Noch-Nichtseins, so the ontology of not yet being, developed in the first volume of Bloch's Philosophische Grundfragen, 1961. Jonas explains the meaning of Bloch's formula, S is not yet P, as follows. I have this one. Yes, here it is. P is the desired and inherently demanded predicate of the subject S, its optimal state, and bringing it about is as a universal condition of our task. Then, fortunately, Jonas adds a clarification, something which is less logical and analytical. And he says, the condition in question is that of man. The not yet being of P as a state of man in general then imports that authentic man is yet to come, and that man up to now is not yet him and never was. All previous history is a prehistory of true man, as he can and should be. As a result, according to Jonas, I don't have time to go into this deeply, this kind of ontology is likely to become an accomplice of the Baconian ideal in making an acritical and thus irresponsible use of technology. This is a very big issue. I cannot go into this issue now, but let's go on. As for my present purpose, I wish to return to the above-mentioned letter to Bloch, 1965. In addition to the essay on life, death, and the body and the theory of being, Jonas encloses also a second document. So this letter has two enclosures. It's quite interesting. It's also sort of copy and paste and some of that, but they did not have PCs those days. So there is this letter by Jonas to Bloch, and then there is the first enclosure, which is Jonas's off-print of his article, and then there is a second enclosure, which is a letter Jonas wrote to Adolf Lowe, and I will say something about this. To an economist. Economist, exactly. So, a second document, namely a copy of another letter Jonas wrote to a common friend of his and Bloch, the sociologist and economist Adolf Lowe. It was Loewe, but then he immigrated in the States and changed his surname in Loewe. A letter Jonas wrote in reply to Loewe's contribution to the above-mentioned Festschrift for Bloch. And the contribution Loewe wrote in the Festschrift was entitled had the title Es ist noch nicht P, eine Frage an Ernst Bloch. Before being published, Loewe, I don't know, had sent his reflections to Jonas to have his feedback, which Jonas provides by means of a letter dated 18 November 1964. So I'm sorry for this philological, but it's something because I had to. So, why does Jonas send Bloch this letter as well? So his reply to Loewe, the same letter Jonas sends also to Bloch. Why does this happen? Because, so Jonas himself explains Bloch that, excerpt 5, for a moment I thought I could propose the editor of the Festschrift, Siegfried Unseld, who had invited me as well, to insert my comments to Loewe in the Festschrift, but Adolf duly remarked that my notes regarded more himself than you. Anyway, since my comments contribute to the topics Loewe wishes to debate with you, I thought to enclose them along with this letter. And maybe in this illicit way they might be unofficially inserted after Loewe's essay in your personal copy of the Festschrift.
So, although in this letter attached to the letter, Jonas replies to Love, his reflections may also be interpreted as an indirect dialogue with Love. This is why I would like to say something about this. So, let's go to the point. What is the topic of the Jonas-Löwe-Bloch debate? Ontology, of course. That is to say, specific issues related to Bloch's sentence Es ist noch nicht P. Löwe poses two questions. Here they are. He poses also many more questions, but these are the two Grundfragen. How can we know what P is, since it does not yet exist, nor has it ever existed, and if we knew what is P, which are the forces or powers, die Mächte, thanks to which S can be transferred from the not yet being P condition to the state of being S. Moreover, Löwe asks Bloch to clarify issues such as the role played by human beings, something which already was discussed previously. So, the role played by human beings in the transition from S to P, and the relevance of possible forces preventing S to become P, and thus resulting in a possible failure of the utopic vision. As regards Jonas, his reply to Löwe sheds light on two aspects of his critical assessment of Bloch's ontology, and I would like briefly to hint at these two aspects, also by, I think, quoting something. Basically, and this is a basic issue, Jonas does not share Bloch's ontology of the future, I quote from that letter, namely that the essence of S is its not yet being P. Since, and in his letter to Löwe, Jonas quotes Goethe's Faust II, because all that is continuously projected towards the future, he says, quoting Goethe, never achieves its goal, first. And second, it obliterates the temporal dimension of the present, and here as well, Jonas quotes, or self-quotes, his essay on, you already talked about this, Nathalie, Gnosticism and Modern Nihilism. And then he explains further that what matters is always to come is indeed a strange ontological doctrine. What happens when at last it is fulfilled? Do we have from that moment on a new ontology? Kant, thanks to the fact that his regulative idea of the reason tends to infinity and has its own object only assigned but never given, so Kant was protected from this question regarding ontology. But utopia, the object of hope, ought to become a fact and thus accomplish the ontology of not yet being. What is the latter substituted with in the reign of freedom? So this is a question Jonas addresses Bloch indirectly. And Jonas believes that both answers to this question, and this is a very complex issue, but there are mainly two possible answers to the question. The one ex post perspective, insisting on the function of utopia in itself as that happiness, secured success, which hinders no longer. This is the first one. And the other one, the ex ante perspective, assuming that utopia can precede its own realization only as a project and as something showing the direction. So both these meanings of utopia, according to Jonas, are unsatisfactory. These answers are unsatisfactory. And they are unsatisfactory precisely because in both cases the temporal dimension of present, and we go back to that issue again, the temporal dimension of present is erased. And this, according to Jonas, prevents the human existence to be duly understood in its essential ambivalence
and partiality. This issue of ambivalence, as Natalie pointed out already, also, according to me, is very important. And it's interesting that related to this issue of ambivalence, Jonas talks also of partiality and refers to the Bible and to St. Paul's letter to the Corinthians, to the ekmeros in Greek, which is, by the way, the same issue we find also in Jonas's perspective on myth. So we see partially through the end of Heidegger und die Theologie. And by the way, and I come to the end of this first point, these reflections are consistent with what develops afterwards in Das Prinzip der Antwortung. The second criticism, the second critical remark on Bloch's ontology has to do with Bloch's idea of matter, an idea which is not passive, dynamic, endowed with teleological relevance and so on. An idea which is indeed like Jonas's own, and this is something also very important and interesting and complex. So this idea is quite far from the modern notion of, I quote from Jonas again, neutral natural matter achieved through a process of methodological and ontological abstraction. However, Jonas does not share the core meaning of Bloch's rehabilitation of teleology, which in the above-mentioned letter to Lohe, Jonas summarizes as follows. There it is. All that ought to be emerges from what is, or rather, all that ought to become emerges from what has become until that moment, if the latter is correctly read. This is indeed more than a predictive knowledge, it is a faith. This faith does not prevent that knowledge and will, as well as other elements, fail and might send everything to hell, but it entails that one can talk about success or failure in a well-founded and meaningful way, and not only in an arbitrary and relative one. So this is the other core point of Jonas's criticism to the so-called faith as the basic element of Bloch's ontology, or as the result of Bloch's ontology, let me say this way around. Conclusions. What I would like to do is to quote a last excerpt from Das Prinzip der Antwortung, where Jonas pays his tribute to Bloch. So it's a sort of a summary of what I tried to briefly hint here. We see several aspects. So firstly, Jonas's tribute to Bloch, but at the same time, the underlining of the thorough divergence as regards themes related to ontology, like the meaning of present, utopia, teleology, and authenticity, so the things we were discussing before, which were the focus of the above-mentioned letters and essays dating back to the 60s. And so Hans Jonas writes, when I found myself, well there is an artistical experience as well here, so something which was aesthetic, yeah. When I found myself unexpectedly standing before Giovanni Bellini's Madonna triptych in the sacristy of San Zaccaria in Venice, I was overcome by the feeling, here had been a moment of perfection, and I am allowed to see it. Eons had conspired toward that moment, and in eons it would not return if left unseized. The moment when, in a fleeting balance of colossal forces, the all seems to pause for the length of a heartbeat to allow a supreme reconciliation of its contradictions in a work of man.
And what this worked man holds fast is absolute presence in itself. No past, no future, no promise, no succession. Whether better or worse, not a prefiguration of anything, but rather timeless shining in itself. That is the utopia beyond every not yet. Scattered moments of eternity in the flux of time. And Bloch was very well aware of that. But they are a rare gift, and we should not forget over them the great tormented souls to whom we owe perhaps even more and something other than instruction about a not yet. In them too, so in these tormented souls, there is the ageless present of man. That there are yet things to come is indeed always part of what is, and each time our task. But to read it into the testimony of the past for our benefit and edification, as if only we at last could lead it in us beyond itself and to its destination, as if it had waited for us, nay, had been meant for us in the first place, that is to rob it of its inherent own right and ourselves of its true gift. So thank you very much, Roberto, for this wonderful presentation, because you bring to the debate new elements in the controversy around utopia in Bloch and Jonas. But not only that, you show that you cannot think about utopia without articulating it to an ontology. And this is what Bloch does when he says there is a need to articulate, to historicize nature and to humanize. Historicize nature and humanize. Humanize nature. Naturalize. And naturalize. Voilà. Which is the main thing being the articulation of both, where the contradiction not only doesn't disappear but becomes a project in Bloch. And it seems that in Jonas, it's a pity that he didn't read the chapter that was erased from the Spirit of Utopia, because we see that there is an epistemology and an ontology in Bloch where it describes the spheres of ontology as co-extensive one to another, and there is no either-or logic, because there is no synchrony. There is this articulation in the instant of the emergence of the novum. And I think you showed that they are much more close than some critics would allow us to think. Thank you very much. And now we'll have to think about it during lunch, and we'll see each other again at 2 o'clock. Thank you very much. Merci beaucoup. But the question will come back later, because we'll be late. We are late 10 minutes and we are waiting. So we'll have the question. Nous aurons les questions à 2 heures. D'accord? Je pense que ces questions viendront à point aussi avec la présentation d'Yvan Boldirev, qui revient de manière très intéressante sur la question du S is not P. Alors, qu'est-ce que représente le P, justement? Voilà.